La relation entre Xi Jinping et Vladimir Poutine, il y a quelque chose de spécial entre ces deux chefs d'État. Mais ils sont de même génération et à mon avis, tous les deux, ils apprécient quand on tient la parole. Dans la politique internationale, c'est important. Contrairement à Macron, Scholz, des leaders britanniques qui se changent à la vitesse vraiment impressionnante, les leaders comme le leader russe, le leader chinois, ils savent que d'abord ils ont le temps devant eux et la deuxième chose, il tient la parole, donc il tient les accords. C'est ça ce qui est important aujourd'hui, c'est être sûr de ton partenaire, même si ce partenaire est un peu émotionnel et de temps en temps sort de, comme par exemple Monsieur Erdogan, le leader turc, mais l'essentiel dans les contacts personnels, c'est justement cette entente, cette chimie, comme on appelle, entre les leaders mondiaux. Vous faites allusion aux accords de Minsk qui n'ont pas été respectés par la France et l'Allemagne qui les parrainaient, quand vous dites que vous appréciez effectivement qu'un partenaire soit Mais ferme. En fait, la France et l'Allemagne, les leaders français, Hollande et Angela Merkel de l'Allemagne, ils ont reconnu aujourd'hui que les accords de Minsk, c'était le moyen de sauver l'Ukraine de la défaite militaire inévitable à Donbass et d'aider à l'Ukraine de un peu renforcer sa infrastructure militaire avec l'aide occidentale. Donc pour nous c'est une approche qui on peut pas apprécier vraiment quand on te ment dans les yeux. Et n'oublions pas aussi que les Français, comme les Polonais, comme les Allemands, ont été garants pour le président ukrainien Yanukovych au moment de Maïdan, au moment du coup d'État de 2014. Donc on voit bien qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui, la parole d'un leader européen. La signature, la parole. La signature, la parole, ça vaut plus rien. Et pourquoi? Parce que la souveraineté est relative. Ils doivent tout le temps appeler Washington pour demander est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'on peut faire ci. Donc malheureusement, on voit que aujourd'hui l'Union européenne, il me rappelle l'URSS dans des années 80. C'est vraiment un organisme très compliqué, mais qui est en train de partir dans tous les sens. Alors, avec la position d'Hongrie, oui, avec toutes les discussions sur le 12e paquet de sanctions contre la Russie. Vous savez qu'aujourd'hui, contre nous, il y a 17 000 sanctions. Les Français, et donc dans le monde entier, on n'imagine pas l'ampleur de la pression qu'on fait sur l'économie russe et sur les Russes personnellement qui vivent en France ou qui vivent ailleurs. On bloque leurs comptes bancaires, on leur force de sortir avec le drapeau ukrainien, etc., etc. Donc toutes ces choses-là, ça c'est quelques espèces de épidémies. Et j'espère que tôt ou tard, on va guérir. Mais il faut constater que la souveraineté, la possibilité de prendre ses propres décisions n'est plus là. Donc qu'est-ce que vous attendez? Comment est-ce que Moscou pourrait de nouveau faire confiance à Paris et Berlin? Je sais pas, avec des nouveaux leaders, avec la fin du monde unipolaire. Avec la fin de dictat de Washington à Bruxelles, mais je vois pas si ça peut être le cas dans 10 ans qui viennent, quoi. Je vois encore qu'on quitte le continent européen et qu'on parle un peu de l'Afrique, parce qu'en plus vous êtes francophone, ce qui vous ouvre toute une partie de cette Afrique francophone. Un des événements de 2023, ça a été le succès du sommet Russe-Afrique. Le spécialiste français de l'Afrique, Bernard Lugan, était étonné par le côté chaleureux entre les chefs d'État, Vladimir Poutine avec Ibrahim Traoré, le président burkinabé, notamment, ça a frappé tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle relation, de ce retour en fait de la Russie en Afrique? Oui, vous avez dit que c'est un retour. Les leaders africains et en général les peuples africains, ils ont encore le souvenir de l'aide de l'Union soviétique à l'époque de la guerre froide, quand il y avait deux camps, quand il y avait socialistes, capitalistes, que l'URSS a construit énormément des hôpitaux, des écoles sur le continent, etc. Il y a le souvenir de ça.
Et il y a une chose importante à mon avis, c'est que on leur exporte pas la rhétorique sur le droit de l'homme et la priorité de l'état de droit, mais par contre, on discute avec eux les sujets économiques plus simples. Il n'y a pas d'ingérence, plus pratiques. en fait. Il n'y a pas d'ingérence. Ouais. Il y a le respect à leur propre façon de vivre. On ne pense pas que ils ont besoin de leçons de qui que ce soit. Donc la Russie, pour eux, c'est un partenaire avec une longue histoire, mais aussi avec le respect aujourd'hui qui peut ouvrir des choses qui intéressent les Africains. Par exemple, on a eu un sommet parlementaire aussi avec les parlementaires africains. Ils ont été très intéressés par tout ce qui est développement du numérique, de intellect artificiel, etc. Donc c'est intéressant aussi de travailler là-dessus. La Russie a énormément de choses à exporter, si vous voulez, dans les technologies.